One, two, three, funky. Bienvenue sur Exclusive, le podcast des cyber TDS. Merci de me rejoindre sur ce format afin de parler de l'univers des webmodèles, créatrices et créateurs de contenu pour adultes. On parle ici d'expériences de vie, de tips entre collègues, de bien-être, de culture, d'events, d'émancipation et bien d'autres sujets dans un espace safe. Moi c'est Nélane, je suis camgirl depuis 6 ans et dans cet épisode, je vous propose une écoute sous un format spécial pour ce mois de décembre. Une mini-série de 4 épisodes courts sur l'antivalidisme. 3 profils différents, 3 parcours de vie différents, réunis pour partager leurs expériences personnelles. On va parler de neuroatypie, de handicap, de maladie et de ce que cela signifie de vivre dans une société où capitalisme et validisme vont de pair. Je remercie Christine, Maîtresse Catin, Nio, de m'avoir accordé de leur temps et de leur énergie, d'avoir dévoilé une part intime de leur réalité. Épisode 4. Une société qui capitalise sur les corps. Alors, j'ai fait un diplôme de secrétaire comptable. J'avais commencé un BTS en alternance assistant manager. Et après, je suis partie directement dans la restauration. Parce qu'en fait, moi, ça me plaisait pas. J'ai fait ce métier par contrainte, ces formations par contrainte. Je suis partie dans la restauration. Ça a été catastrophique. Puis, après mon burn-out, j'ai commencé un peu à me reconvertir vers les cams, la photo, tout ça. Puis les cams. Donc, j'ai été cam girl. J'ai arrêté en début d'année. L'année dernière, début d'année, c'est le mieux pour moi en fait, sur tous les points de vue, parce que surtout au niveau santé, parce que tu peux choisir tes horaires, tu bosses comme tu veux, quand tu veux. Je m'en sortais assez bien quoi en fait, aucun cas d'handicapé. Puis je postais ou je faisais mes montages depuis mon lit, donc c'était vraiment le taf le plus simple entre guillemets dans ma condition, sachant qu'en plus si j'étais pas bien, j'avais toujours du contenu d'avance, j'avais les plateformes à côté, enfin du coup ça m'aidait beaucoup. Après là je suis arrivée à un stade auquel vraiment plus en fait. Il y a le côté qui aussi qui joue, c'était trop compliqué, donc j'ai dû me résoudre à arrêter, malheureusement. Les activités professionnelles que j'ai eues jusqu'à présent, alors j'ai eu mon master, après j'ai fait de l'intérim un peu, bon c'était tranquille. J'avais fait un truc c'était intérim où j'appelais, c'était accueil client, non c'était service après-vente, non j'appelais des Leclerc pour leur donner des plans de vente à l'époque. Donc ça allait, c'était tranquille. J'ai fait ça quelques temps pendant le Covid et ensuite j'ai aussi déjà fait vendeuse un peu debout. C'était très chiant, j'ai pas du tout aimé. Et ensuite, je suis allée chez Huawei dans les grands bureaux. J'étais assistante trilingue franco-chinoise et c'était horrible. Et depuis, je suis devenue travailleuse du sexe en ligne. Je me suis mise sur Mime et OnlyFans après mon chômage et je dirais que c'est mon travail actuel qui me plaît le plus. Déjà, je suis quelqu'un, on va dire, pas forcément très stable dans le sens où il y a des jours dans le mois où je peux être allongée dans mon lit à rien faire. Et c'est pas forcément que quand j'ai mes règles, c'est juste parfois je suis surstimulée par la vie et juste, c'est pour ça, ça peut aussi faire partie de mes handicaps. Et quand j'ai un travail normal, en fait, ça me rend moins efficace dans le sens où quand je gère mes horaires seuls, je peux être plus efficace, j'ai des pics de créativité que je peux respecter et ça fait que je peux faire plein de trucs d'un coup. Et après, paf, je me repose. Je peux aller faire autre chose, donc je perds moins de temps et moins d'énergie. Et en plus, c'est bénéfique au niveau de ma productivité. Donc c'est tout bénef de travailler à mon compte. Le truc bien de travailler à mon compte, c'est aussi le fait de pouvoir me protéger du danger extérieur parce que j'ai déjà, dans une ancienne entreprise, subi un viol d'un collègue, de l'harcèlement sexuel, des attouchements sexuels, des blagues sexistes, mais vraiment le cauchemar sur Terre. Et là, le fait de travailler chez moi, même si je me sexualise, je suis en sécurité totale, sauf si je croise
des gens qui me reconnaissent et qui sont très mal intentionnés, mais ça m'est jamais arrivé, en vrai, ça va. Bah, je suis chez moi, je suis en sécurité, j'ai aucun homme qui m'harcèle sexuellement, comme dans beaucoup de travail que les femmes font, peu importe le milieu. Il y a personne qui me déconcentre, qui nuit à ma santé mentale de chez moi, sauf les gens qui m'harcèlent sur Internet, mais personnellement, j'arrive à gérer pour le moment. Donc, je me sens beaucoup plus en sécurité, tu vois. Donc, du coup, bah, je fais un truc qui est pas conventionnel et j'avoue que ça me fait un peu rire, c'est-à-dire que moi, je chatte avec des mecs la journée, je publie des vidéos, je peux publier des vidéos sexy pour les hommes, mais aussi des vidéos qui les éduquent à faire plaisir à des femmes, qui les éduquent à draguer les femmes en les considérant comme des êtres humains. Des trucs un peu de base quand on est engagé, mais pas pour tout le monde. Et en fait, ça me permet d'avoir une influence sur le monde à mon échelle, d'être à mon compte et d'être sur les réseaux, tout en étant travailleuse du sexe. Parce que travailleuse du sexe, t'as un réseau. Enfin, en tout cas, moi, j'ai mis mon OnlyFans. C'est un petit réseau quand même. Je publie des trucs. J'ai une mini-influence à mon échelle. Donc, déjà, ça a assouvi mon besoin d'influence et de changer le monde, même si c'est que à mon échelle. Ça me permet de créer tous les contenus militants que je veux sans avoir besoin de sponsors ou de faire des partenariats de marque sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je vends des photos ou des vidéos de moi. Et du coup, j'ai pas besoin de faire la promo de produits, on va dire, dans le consumérisme. On va dire, j'ai pas besoin de trahir certaines de mes valeurs, même si je suis quand même dans une sorte de capitalisme, je vends mes contenus, quoi. Mais du coup, j'ai une totale liberté de créer des contenus sur les réseaux sociaux, aller en féminisme, sociologie ou n'importe quoi, même faire des blagues de Huck. L'autre jour, j'ai percé sur une vidéo parce que j'ai expliqué comment on faisait l'amour dans les toilettes d'une boîte. Et c'est drôle, quoi. Ma vie, elle est aléatoire et j'ai une liberté qui me permet de changer le monde à mon échelle et en plus de m'amuser, en plus de rigoler parce que je trouve ça drôle quand même de parler de bite au lieu de dire cordialement bonjour, tu vois. Je trouve ça un peu rigolo en vrai. Voilà. Je suis travailleuse du sexe parce que justement, c'était, ce qui malheureusement, en tout cas, moi, le constat que j'en fais plus qu'à l'heure actuelle, c'était un travail où je bossais 20-25 heures par semaine. Ça me laissait du temps à côté pour faire tous les trucs artistiques que j'aime faire, qui ça pour moi sont vraiment le travail par passion qui me porte. Et moi, là-bas, j'étais TDS pour ça, parce que j'avais pas besoin de faire du 35 heures, j'avais pas besoin de bosser à heure fixe, et qu'à 20-25 heures, j'arrivais à avoir un revenu conséquent. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. À l'heure actuelle, les codes ont beaucoup changé, la profession a beaucoup évolué. Moi, ça fait 7 ans que je suis télétravailleuse du sexe, du coup, pour mettre un peu de contexte. Le capitalisme permet de tout hiérarchiser de façon générale. Et on voit bien que les vies et même les vécus des gens sont vachement hiérarchisés par rapport à ça. Parce que plus tu vas souffrir de tes handicaps, entre guillemets, moins tu vas pouvoir être productive. Moi, tu vois, par exemple, je suis quelqu'un de très productif. Je crée beaucoup artistiquement. Mais c'est pas quelque chose qui est valorisé du tout et dont je peux vivre, par exemple. Donc, je sais que j'ai moins de valeur par rapport à Elon Musk, mais bon, l'écart est trop grand. Ma vie n'a aucune valeur, alors que pourtant, Elon Musk est quelqu'un qui est autiste, mais il a tellement de pouvoir. Puis la question, c'est même pas qu'il soit autiste, c'est il a tellement de pouvoir que sa vie, elle est ultra survalorisée. En fait, plus tu vas accumuler, je sais pas, genre, tu vas être travailleuse du sexe, puis tu vas être en plus handicapée, et puis tu vas être queer, puis tu vas être racisée. Tu vas être trans, tu vas être en parcours migratoire avec ou sans pape, en fait, plus tu cumules, moins tu existes aux yeux du capitalisme et moins tu as d'importance. Alors que je pense que c'est l'inverse, tu vois, je pense que justement, on vit dans une société qui est au contraire extrêmement malade. Je pense que nous, neuroatypiques, sommes extrêmement sains d'esprit. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, on vit vraiment une société qui est très 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 malade. En tout cas, moi, de ce que j'en ai observé dans les institutions dans lesquelles j'ai bossé, si les institutions tiennent, elles tiennent avec des fils et à bout de bras, grâce aux personnes qui ne croient pas dans ces systèmes, mais qui font tout pour les faire fonctionner et pour les faire tenir en prenant des tours et des détours et en utilisant le système D et pas la voie toute tracée. En tout cas, c'est ce que j'ai observé. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est l'observation
que j'en ai faites. Et je pense que si la société, à l'heure actuelle, elle s'est toujours pas effondrée, c'est grâce à nous. C'est parce que c'est nous qui la tenons et non l'inverse. C'est une hiérarchisation des personnes qui rapportent le plus d'argent ou moins d'argent à la société, quoi. Et du coup, on les discrimine parce ils servent pas à rien, mais ils servent à rien au niveau du capitalisme. Et encore en France, on a de la chance, il y a la hache et tout, mais dans les autres pays, ils sont clairement à la rue, héroïnomanes, encore plus qu'en France, quoi. Enfin, dans beaucoup d'autres pays. Donc, oui, en fait, on les laisse mourir parce qu'ils servent à rien, je pense. Sauf dans certains pays où on a un peu le privilège quand même de leur donner des médocs, etc. Mais c'est dans le meilleur des cas et encore, c'est quand même très compliqué, quoi. C'est la déshumanisation des humains de façon générale. Le capitalisme pousse à la production, mais en France, c'est très, très appuyé, en fait. Et j'ai même des amis à l'étranger qui peuvent confirmer la même chose pour avoir travaillé en France et autres, qui disent que c'est insupportable, en fait, parce que on nous pousse à la surproduction, pour la surconsommation, enfin, tout va ensemble, quoi, en fait, finalement. Et on se fait épuiser, essorer, parce que j'ai été en restauration, j'ai fait 7-8 ans de restauration. J'ai fait tous les postes et j'ai fini chef de cuisine, pour te dire, tout le temps, enfin, ça s'arrête jamais, quoi. Après, la dernière entreprise qu'elle j'étais, c'était pas une entreprise française, ni tenue par des Français, donc il y avait quand même beaucoup plus de l'Est. C'est là aussi que j'ai vu, pareil, ça dépend des mentalités aussi et des pays différents en fait. Ouais, j'ai bossé dans un pub irlandais et c'était pas pareil, pas pareil du tout. J'ai travaillé un petit peu en Irlande. Bon, moi, j'avais pas ce même niveau de handicap bien sûr, mais si aujourd'hui on fait pas quelque chose, enfin on finit pas la tâche qu'on a, bon on la finira demain. C'est pas grave. C'est ok en fait. Et dans certains autres pays aussi en fait, on dit pareil. Enfin genre j'ai été aussi en Estonie. Tu peux pas le faire, c'est pas grave en fait, force pas et puis on verra demain. Voilà, c'est pas de pression. C'est malheureux, mais pour le moment, l'intersectionnel dans le féminisme, il vient de vraiment il vient de prendre un peu de plus en plus de place, mais pour moi, c'est que le début, quoi. On est dans un petit début, quoi. Le féminisme, jusque-là, il était pas tant intersectionnel, je trouve, quand même. Donc, oui, non, c'est très important. C'est même indispensable, l'antivalidisme. Et d'ailleurs, c'est trop mis de côté parce que je pense que les gens, ils se battent un peu pour ce qui les concerne, quoi. C'est un peu humain, donc ils se concentrent sur eux. Et comme les personnes qui sont pas valides sont quand même une minorité de la société, ça va forcément être une minorité qui se battent pour leurs droits. C'est malheureux, mais... Pour moi, toutes les luttes sont intersectionnelles de toute façon. Donc oui. Absolument toutes. Alors, je vais pas donner des vraies stats, hein. Il y a au moins 80% des personnes TDS, en tout cas que je connais, qui sont handicapées. Voilà, qui ont un handicap, qui sont soit neuroatypiques, soit handicapés physiques, souvent, et qui ont un handicap physique, et qui ont choisi cette voie parce que c'est plus simple, qu'ils font du virtuel ou du réel. C'est plus simple et plus adapté, en fait, à leur santé et au rythme de vie, en fait. Donc, oui, totalement, en fait. Rester active dans la société, non, oui, c'est une façon de se valoriser quand on fait des choses qu'on aime, quoi. Mais c'est dur de gagner sa vie avec des choses qu'on aime, donc je pense qu'il est important de rester actif dans ce qu'on aime pour pas perdre notre identité et pour pas tomber en dépression ou faire des burn-out ou des crises existentielles. Mais après, est-ce que c'est important de rester actif au niveau de la société capitaliste? Ça dépend des gens, je pense pas, moi, mais il faut bien gagner de l'argent, quoi. Donc oui, en fait. En fait, oui. Oui. Je pense. Tu veux dire d'un point de vue, quand tu parles d'être actif ou active, tu veux dire au niveau taf? Oui, c'est une pression énorme, surtout que j'exerce un travail entre guillemets dit normé, même si en tant que télétravailleuse du sexe, je suis plutôt chanceuse. Pour le moment, le télétravail du sexe n'est pas encore encadré, mais ça commence à venir doucement. Voilà, on va pas refaire l'histoire de
des sites porno bloqués en France, etc., des histoires de restriction d'âge. On est dans la merde, on va y passer. De toute façon, on est dans la merde, quoi qu'il arrive. Et ne serait-ce qu'exercer mon activité de télétravailleuse du sexe, c'est une pression énorme. Et c'est d'autant plus une pression. J'ai vu qu'on bosse sur les réseaux, on est souvent amené donc à voir d'autres télétravailleuses du sexe, à avoir du coup l'impression, alors qu'en fait ce qu'on vend c'est une illusion, on est des actrices, tu vois, finalement. Donc, je trouve que là ça peut aller très vite en termes de comparaison et de te dire putain mon marketing il est pas assez bien foutu, ou putain je devrais pas parler de tel truc, il faudrait que je fasse comme ça, je suis pas assez productive, il ou elle sort 2-3 vidéos par semaine. Et je trouve que juste ce taf là déjà, je trouve que c'est une pression énorme, parce que même si le taf est pas reconnu, même s'il n'est pas encadré, genre on n'a pas de convention collective ni rien, mais je trouve que les plateformes en elles-mêmes, elles nous mettent une pression de ouf pour être ultra productive et productif tout le temps. Et le fait d'être sur les réseaux, c'est pour ça que moi je vais plus sur les réseaux sociaux, le fait d'être sur les réseaux, tu es surexposé à d'autres collègues dont tu as l'impression que pour elles tout va bien, tout fonctionne bien, et que waouh, elles gèrent trop bien leur business. Enfin, tu vois, par exemple, tout ce qui est OnlyFans, Mime et compagnie, j'ai jamais fait, parce que moi je suis désolée, mais je ne peux pas produire du contenu de façon quotidienne. C'est totalement incompatible avec mes handicaps. C'est totalement incompatible. Je ne peux pas. Enfin, en fait, la pression à produire, voire même surproduire, elle est énorme. Et pour moi, les plateformes telles que OnlyFans, Mime et compagnie, elles sont en très grande partie responsables de ça. Et les plateformes en général. Mais avant tout, ces plateformes-là qui nous ont poussé, enfin, qui ont poussé vraiment à la surproduction, entre guillemets, de masse pour un prix dérisoire. Quand tu peux pas travailler et c'est tout en fait. Au bout d'un moment, il faut l'accepter. C'est dur parce qu'on nous formate au fait de il faut travailler, manger boulot dodo et c'est valorisé, c'est bien vu et compagnie. Tout ça pour juste réussir à avoir un salaire qui nous permet de survivre et pas de vivre. C'est compliqué, sachant qu'en plus, quand on est handicapé, les aides, elles sont pas fabuleuses, hein, quand même. C'est moins que le SMIC, même au maximum de la hache. Alors moi, j'ai pas le maximum, mais presque quand même très très bas. Moi, ouais, je suis plus dans la survie que dans la vie, en fait. Donc j'ai de la chance, j'ai un toit sur la tête et je peux payer mon loyer, mais fin de mois sont difficiles, quoi. Le problème, c'est que on valorise pas les personnes handicapées. C'est pour ça qu'on peut se sentir valorisé par ce biais, mais c'est faussé, du coup. Enfin, c'est surtout une énorme pression. Le truc, c'est que, sinon, non, en fait, ça va pas mieux, ça s'arrange pas pour l'instant. On n'est pas dans ça. Enfin, la politique actuelle est très validiste, en fait. C'est normalement d'ici la fin de l'année, en décembre, là, il y a une nouvelle loi qui va tomber, je crois, par rapport aux fauteuils roulants, par exemple, auxquels ils vont plus rembourser autant qu'avant. J'ai vu des dingueries. Moi, j'ai eu de la chance, là, j'ai un follower, un vieil abonné de très longue date qui m'a offert un fauteuil roulant électrique. Pour l'anecdote. Et c'est compliqué, surtout quand on voit que, maintenant, le nouveau ancien Premier ministre disait qu'il fallait faire des efforts aux handicapés. Mais sur quoi on va faire des efforts? Sur la prise de médicaments, sur les revenus qu'on a. Enfin, on peut pas faire d'efforts. On fait déjà des efforts pour vivre, pour réussir à aller à nos rendez-vous parce que c'est déjà compliqué. Enfin, non, je suis pas positive sur ce point-là, malheureusement. C'est très paradoxal, parce que voilà, on vit dans un environnement qui devient de plus en plus fasciste. Moi, j'ai ce grand sentiment d'impuissance, tu sais, de voir l'histoire se répéter, mais où en fait, pour moi, l'histoire, elle se répète pas, elle rime et elle résonne. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, on a vu ce que ça a donné le fascisme, on a vu quelles en ont été les conséquences, on le sait, c'est dans les livres d'histoire et tout. Et en fait, là, la même chose est en train de se reproduire et d'être mis en place par des personnes les politiques qui, je pense, savent très très bien ce qu'elles font et sont très très conscients et conscientes de ce qu'elles font. Et c'est ça que je trouve terrible. C'est pour ça que c'est pas que ça se répète, c'est que ça rime et ça résonne, et que je pense que là, le fascisme qui nous attend, il est pire que tout. Et encore, moi, ça va, quoi, tu vois, genre... Je suis blanche, j'ai des papiers, je suis relativement tranquille, tu vois. L'avenir me terrifie, et en même temps, je suis tout le temps en train de me dire, parce que c'est ça qui me fait tenir, que le futur me réserve le meilleur.
C'est voilà, écoute, on a tous nos petits trucs pour tenir au quotidien. Moi, c'est ça qui m'aide de me dire ça. J'ai quand même beaucoup d'espoir que la société s'améliore parce que je le vois sur les réseaux, tout simplement. Ça peut paraître, ça fait que quelques années que je suis sur les réseaux sociaux, mais j'ai déjà vu une différence. Alors peut-être que ça me concerne moi, donc je sais pas si ça concerne beaucoup de gens, mais je remarque quand même que les TDS, il y a quelques années, sur Internet, c'était quand même, les insultes, c'était quand même très hardcore. On était quand même, je trouve, plus rabaissé que maintenant. Maintenant, c'est plus banalisé. Et en tout cas, moi, je me sens moins rabaissée qu'il y a quelques années. Quand j'ai commencé le TDS il y a 2 ans, ben, j'étais quand même extrêmement insultée. Là, maintenant, je trouve que ça va beaucoup mieux. Je sais pas si, je pense que c'est quand même des mini-évolutions au sein de la société, mais qui sont très, très petites, tu vois. C'est petit pas par petit pas par petit pas, tu vois. Donc oui, j'ai totalement un équilibre entre l'espoir. D'ailleurs, l'espoir, il est pas dans le vide, donc ça va. Je vois quand même des évolutions. Toutes les photos que je vais te montrer sont en lien direct avec les thématiques qu'on a vues. Ok. Je sais même pas quoi dire. Épuisement. Donc c'est l'image de notre pas du tout très cher président. Avec cette loi, on regarde la mort en face, non. Enfin, ça a posé beaucoup de problèmes en fait, cette loi. Ça allait en poser, on le savait. Parce que moi, de base, je suis pour le fait d'avoir le droit de choisir à la fin de vie, mais pas que ce soit exclusivement pour les personnes en situation de handicap ou en situation extrême. Moi, je suis plus pour celles, comme en Suisse, en Hollande ou en Belgique, auxquelles, genre même les personnes valides peuvent choisir de mettre fin à leur jour parce que ben ils considèrent qu'ils ont assez vécu et puis voilà. Et sauf que là, la loi de la fin de vie, c'est soi-disant pour mourir dans la dignité, mais en fait non. Non, c'est juste pour se débarrasser des. Sur le long terme, ça se voit et ça se sent que ça va être juste pour se débarrasser des personnes handicapées. Et c'est très eugéniste au final. Du coup, forcément, il va y avoir des personnes dépressives et compagnie qui vont avoir envie de mettre fin à leur jour et au lieu de consacrer du temps à aider ces personnes qui peut-être au final auront changé d'avis, ça va être compliqué. Enfin, moi, je pense que ça va évoluer dans ce sens-là, malheureusement, en négatif. Et c'est la seule personne à le voir comme ça. Donc voilà, non, ça va pas être une libération pour jouer sur les mots. Voilà. Ok, donc ce que ça m'inspire, je suis un peu départagée par rapport à ce sujet-là parce que je trouve qu'il y a des bons côtés d'aider les personnes qui veulent mourir à mourir, mais c'est vrai que j'ai entendu un témoignage d'une personne qui disait que elle est contente que ce soit pas autorisé en France parce qu'elle aurait pu le faire si c'était autorisé à l'époque. Elle est contente de pas l'avoir fait, donc je suis un peu départagée. Je sais pas, je me sens pas légitime de parler de ce sujet et je pense qu'il y a des bons et des mauvais côtés en fait. Donc je sais pas si c'est une bonne décision. Mais en tout cas, l'image elle m'inspire un peu la peur quoi. Alors, la prochaine, c'est celle-ci. Ah, le malade imaginaire de Molière. Oh, ça me rappelle les cours que j'ai pas du tout écoutés quand j'étais à l'école. J'étais tellement pas concentrée. En fait, c'est horrible, j'ai un peu honte, mais je me rappelle pas de grand-chose. Donc c'est la devanture du livre du malade imaginaire. Oh, ça me rappelle le primaire ou le collège, parce qu'on l'avait étudié, le malade imaginaire. Mais du coup, le malade imaginaire existe pas, puisque l'hypocondrie, c'est une pathologie, en fait. La suivante, c'est l'avant-dernière. Ah, les dévalideuses.
Moins de téléthon, plus d'inclusion. Nobi Nobi. Alors, je ne connais pas, mais je pense que c'est du militantisme pour de l'antivalidisme. Enfin, en tout cas, ça m'inspire de l'espoir, du coup, quand même. C'est pour la considération de personnes diverses et variées qui sont exclues de la société. Non, mais oui, ça me donne de l'espoir, oui. Moins de téléthon, plus d'inclusion. Nos vies est égale vos vies. Oui, oui. Il y a marqué ça, en fait, moins de téléthon, plus d'inclusion. Et un grand oui, en fait. Oui, bah bien sûr, évidemment. Oui, oui. Oui, le téléthon sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Tu sais, c'est ce truc de on fait notre bonne action une fois par an, et puis après, comme ça, c'est bon, c'est terminé. Mais ça suffit pas. Oui, plus d'inclusion dans la société au quotidien. Parce que, en fait, sans l'inclusion, le téléthon, il sert à rien en soi, tu vois. Le téléthon, comme je disais, déjà en plus, je crois que c'est que pour 2 ou 3 maladies très rares. Et en plus, ça joue sur l'apitoiement. Il faut venir des enfants en fauteuil, très handicapés et compagnie. Alors oui, hein, c'est un fait, c'est une réalité. On va pas dire le contraire. Mais c'est en mode genre, oh, regardez, il est malheureux parce qu'il est pas bien, donc il faut donner de l'argent. Alors que pour être dans le positif, en fait, plutôt que dans l'apitoiement. Donc, on cherche pas l'apitoiement quand on est handi. On cherche à rigueur des aides et de pouvoir être en effet inclus dans la société beaucoup plus. Il y a eu un temps, il y avait eu une loi qui a pas duré longtemps malheureusement. Si les établissements n'avaient pas les commerces et autres n'avaient pas de rampe d'accès pour les fauteuils roulants, une amende pouvait être imposée au commerce. Je trouve ça énormément dommage que ça a été arrêté en fait. Parce que genre juste une plaque ou une planche en bois pour faire rentrer quelqu'un qui est en situation de handicap, mais ça change la vie. Même quand on marche, qu'on est handicapé, des fois on peut pas juste lever une jambe, même sans être en fauteuil. Et genre le fait d'avoir une rampe, ça fait tout en fait. Ça paraît bête et innocent et ça fait énormément quoi. Donc voilà, donc oui, plus d'inclusion clairement. Ouais. Et pour ça, pour plein d'événements, en fait juste rendre les lieux accessibles, c'est déjà une énorme inclusion en soi. Après, il y a plusieurs types. Hein. Il y a les personnes qui peuvent être autistes, les personnes qui peuvent avoir différentes neuroatypies ou des maladies qui portent pas certains cadres ou autres, qui peuvent être adaptés en fait. Par exemple, comme je disais, dans un centre commercial, proposer des boutons d'oreilles ou des choses comme ça, enfin des trucs tout simples peuvent aider en fait tout le monde. Et la dernière, celle-ci. Oh, ce fameux mot dignité, on en parle autant. Ah mais ça, ce mot-là, on me l'a tellement ressassé en commentaire. C'est des hommes, des tonnes d'hommes qui me disent ta dignité, ta dignité, ta dignité. Et moult fois, je leur expliquais que la dignité, c'est personnel. Et pour moi, ce mot, c'est un outil de contrôle pour contrôler les femmes, pour qu'en fait, sous prétexte de dignité, on est censé se plier à leurs normes pour leur faire plaisir, pour que eux, ils ont l'impression de nous contrôler en tant qu'hommes. Mais c'est qu'une vieille excuse, l'excuse de la dignité par rapport au corps de la femme, parce que ce mot-là, il est en général, par rapport aux femmes, il est toujours lié à ouais, tu montes pas ton corps, t'as pas de dignité. Mais les gens ne savent pas ce que c'est que la dignité. À part l'utiliser comme un outil de contrôle pour insulter des gens et dire qu'ils sont pas dignes, alors que insulter des gens, c'est indigne, hein. T'as pas de dignité quand tu insultes des gens, quand tu rabaisses des gens, mais ça, on leur apprend pas aux gens à comprendre c'est quoi la vraie définition de la dignité. C'est juste on a des fausses définitions comme outil de contrôle par rapport à la dignité, au lieu de l'avoir telle quelle, quoi. Parce que à quel moment des personnes viennent nous parler de dignité alors qu'elles nous rabaissent, elles nous insultent et elles pensent que elles sont dignes et nous on n'est pas dignes. Pour moi, ça n'a aucun sens et ce mot-là, il est très important parce que elle n'est pas utilisée via sa vraie définition dans la société, malheureusement. Parce que faire de la guerre, c'est pas digne. C'est pas digne d'exclure des gens, c'est pas digne de discriminer des gens, c'est pas digne de foutre des personnes à la rue et les laisser mourir. On vit dans une société totalement indigne, mais bon, hein, on pointe du doigt des trucs. En fait, je crois qu'on décentre le sujet du sujet initial. On utilise ce mot dans la société comme pouvoir de discrimination pour décentrer ce mot de sa définition initiale et on l'utilise pour exclure des gens et les discriminer, quoi. C'est pour ça ce mot il est important, ouais. Mais ça m'inspire plutôt de la méfiance, du coup.
exactement. Dignité. Ah, on est, en tant que personne handicapée, on est très digne, hein. C'est les gens qui ont pitié de nous, en fait. C'est ça le problème au niveau de la dignité, en fait. C'est pas nous. C'est les personnes valides et validistes, surtout. Enfin, plus validistes que valides. Il y a des valides qui essaient de comprendre, qui se renseignent et qui s'informent. Bon, pas beaucoup, sauf quand ça touche quelqu'un de leur entourage ou quand ça les touche, même si c'est provisoire. C'est relatif, hein, la dignité. Des fois, j'ai la peur quand mon fauteuil passe pas sur une route parce qu'il y a des travaux et que je sais pas comment passer et que les gens ont forcément envie de me déplacer ou me laissent pas le temps de calculer comment me déplacer, par exemple. Ou quand j'ai été déplacée avec mon ancien fauteuil qui avait pas la sécurité pour pas que les gens le contrôlent, entre guillemets, et qu'on m'a déplacé comme un meuble, en fait, par exemple. Hein, dans les transports en commun et tout, ça m'est déjà arrivé. Là, mon fauteuil roulant, quand il est pas en mode manuel, il bouge pas. Il y a que moi qui contrôle. Mais les fauteuils manuels, les gens peuvent nous déplacer à leur guise, en fait, et ça m'est déjà arrivé, même si je voulais pas. Donc là, oui, là, la dignité, elle prend un coup. Bah, j'aimerais bien pouvoir vivre dignement. Et j'aimerais bien que toutes les personnes opprimées, minorisées, marginalisées, handicapés, polyhandicapés, travailleurs, travailleuses du sexe puissent vivre dignement.